Bonjour à tous. Alors dans cette petite vidéo, je me propose de traiter le sujet désir et interdit, comme s'il tombait le jour du concours. Alors je vous rappelle la méthode des sujets en A et B, sujets à deux termes. On vous demande d'interroger la relation entre les deux termes. Et cette relation, elle peut être problématique à plus d'un titre. Et votre copine ne va pas envisager tous ces problèmes, elle va sélectionner celui ou ceux qu'elle juge les plus pertinents. Parfois, il va s'agir de se demander s'il y a vraiment une relation entre A et B. Parfois, la relation semble évidente et n'a pas à être véritablement questionnée. En revanche, c'est la nature de cette relation qui sera en jeu, le rôle exact que B joue par rapport à A. Et évidemment, c'est le concept A, le concept de désir, qu'il s'agira d'élucider au maximum à travers cette réflexion. Alors on voit bien dans désir et interdit que ces deux concepts ont une relation ambiguë. Il y a une sorte de jeu trouble entre les deux. Pourquoi? Parce que interdire, c'est empêcher de faire quelque chose. Et cet empêchement est véritablement spécifique. Ce n'est pas une impossibilité naturelle. Par exemple, on dit, mais c'est seulement d'une manière dérivée, qu'un obstacle physique peut m'interdire l'accès à un lieu. Mais ce n'est pas ce sens-là le sens le plus spécifique du concept d'interdiction. L'interdit est une parole, c'est une défense formulée qui peut tout à fait être enfreinte. Et ce n'est pas la conséquence d'une nécessité naturelle. Ce qui est interdit, ce n'est pas ce qui est impossible, c'est ce qui est défendu. Et cela est perceptible dans l'étymologie du terme interdit. Interdicere signifie dire entre. Donc l'interdit est une parole formulée entre les hommes. Et si on le rapporte au concept de désir, il apparaît effectivement comme le complément, le supplément nécessaire du désir, parce qu'il permet, cette parole permet de donner des limites au désir et de le contenir dans un certain périmètre, de contenir ce mouvement qui est naturellement marqué par une forme de démesure. Donc l'interdit est la parole qui fait obstacle au désir et qui le fait ainsi entrer dans le champ de la culture et de la vie sociale en le préservant et en préservant le sujet désirant comme les objets désirés. Parce que le désir, dans sa démesure, peut avoir une propension à détruire et les sujets désirants et les objets désirés. Alors une fois qu'on a dit ça, on se rend compte qu'il y a deux difficultés et qu'on peut interroger à la fois l'efficacité de l'interdit sur le désir et la légitimité de l'interdit par rapport au désir. On peut interroger l'efficacité et la légitimité de cette parole. Car premièrement, le paradoxe, et voilà, c'est un lieu commun, mais il faudrait partir de là, c'est que l'interdit a tendance à renforcer l'attrait de ce qu'il pose comme pourtant indésirable. Et donc, plutôt que d'éteindre le désir, il le réveille et le renforce. Et tout se passe comme si il ne semblait pas pouvoir faire autrement que de contenir le désir en le faisant à la fois naître. Alors, vous pouvez être sûr qu'à 99%, que dans 99% des copies, ce paradoxe sera relevé. Il ne faut pas, parce qu'il sera, si vous voulez, parce qu'il est facilement accessible, il ne faut pas vous détourner de cette idée. En revanche, il faudra être extrêmement exigeant. Il faudra comprendre pourquoi l'interdit a tendance à réveiller le désir qu'il veut éteindre. Que se joue-t-il dans cette relation entre le désir et l'interdit pour que ce qui était censé faire rempart au désir en devienne finalement l'excitant principal?
il faudra dans la copie pénétrer, vous voyez, le secret de cette relation ambivalente. Et même si le paradoxe est facilement accessible, eh bien, les copies se distingueront dans leur capacité à entrer dans les ressorts conceptuels de cette relation, et vous verrez ce que je ferai dans ma deuxième partie. Voilà. Donc ça, c'est la première difficulté. Il semble que l'interdit ne soit pas un rempart efficace vis-à-vis du désir. Deuxièmement, et les deux problèmes sont liés, l'interdit n'a pas, on l'a dit tout à l'heure, la force d'une nécessité naturelle. Ce n'est pas une impossibilité d'agir, c'est une simple parole. Et son efficacité tient tout entière dans la valeur qu'on octroie à l'autorité qui formule cette parole. Et donc on est en droit de se poser la question suivante. Pourquoi donc mettre des limites au désir ? Qui peut tracer des frontières entre le permis et l'interdit, entre le licite et l'illicite ? Et d'ailleurs, pourquoi mettre ces limites au désir ? Au nom de quoi ? Qu'est-ce que le désir a à gagner, à respecter ces interdits ? Donc, dans ce second problème, il faudra interroger la légitimité des interdits et se demander qui a cette légitimité et cette autorité pour déterminer où doit s'arrêter le désir. Et en réalité, ces deux problèmes, celui de l'efficacité et celui de la légitimité, se recoupent, car une grande partie de l'efficacité de l'interdit tient dans sa légitimité. Car bien souvent, le désir de transgression naît de la présence d'une limite qui est une résistance jugée indue par rapport au désir. Voilà, donc je me propose de suivre ces deux difficultés. Premièrement, la présence d'un rempart inefficace au désir, et deuxièmement, interroger, voyez, la légitimité de la nature, si vous voulez, de l'autorité qui formule ces interdits, qui pose ces interdits sur le désir. Alors, dans un premier moment, je pense qu'il faudrait montrer que l'interdit est le complément indispensable au désir. Et vous voyez, c'est une manière de répondre à ma deuxième question. Je vais essayer de comprendre pourquoi il est légitime de poser des interdits au désir. Et en quoi ces interdits, d'ailleurs, métamorphosent le désir. Alors, le premier argument qu'on peut mobiliser, c'est celui de la nature du désir lui-même. Le désir, on l'a dit en introduction, a cette tendance naturelle à la démesure, à la transgression. Et cela apparaît dès qu'on le confronte au concept de besoin. C'est ce que vous pourriez faire en vous référant aux analyses kantiennes qui se trouvent dans les conjectures sur les débuts de l'histoire humaine, analyses dans lesquelles Kant montre que la raison, en s'éveillant, va s'immiscer dans nos différents besoins pour leur donner une forme entièrement nouvelle. Et là où le besoin avait pour fonction de maintenir notre organisme dans une sorte d'état d'équilibre avec son milieu, le milieu étant ces différents facteurs sélectionnés avec lesquels l'organisme interagit, le désir, lui, va viser un monde bien plus grand, en réalité infini, et ce désir n'aura plus pour horizon la simple homéostasie. Donc le désir, poussé par la raison, a tendance à franchir des seuils, à rompre des équilibres. Et c'est ce que montre Emmanuel Kant en reprenant le mythe de la chute. Adam et Ève sont poussés par un raisonnement analogique suggéré par le serpent à désirer finalement ce que leur instinct ne leur désignait pas. Donc dans le désir, nous avons l'occasion de, comme le dit Kant, chicaner avec la voie de la nature. Et c'est pour cela que le désir a naturellement une dimension transgressive, qu'il peut transgresser des limites naturelles, aller au-delà des seuils de satisfaction organique, c'est le sens de l'expression « avoir les yeux plus gros que le ventre ». On
notre imagination est capable de se projeter bien au-delà de ce que la simple satiété pourrait exiger. Et c'est ce qui fait que le désir peut finalement tout viser parce qu'il est porté par des représentations et des projections et que l'esprit est par nature illimité. C'est ce qui fait dire à Jean-Jacques Rousseau, c'est une citation que nous n'avons pas vue en cours et ça serait peut-être intéressant de l'apprendre. Jean-Jacques Rousseau, dans Les fondements et l'origine de l'inégalité parmi les hommes, écrit la chose suivante: la volonté parle encore quand la nature se tait. Voilà, la volonté parle encore quand la nature se tait. Alors, il ne faut pas faire tout un flanc avec le concept de volonté. Là, c'est pas la volonté au sens d'Alain, au sens de Paul Ricoeur, ni même au sens d'Aristote. C'est le désir, si vous voulez. C'est dans ce même texte que Rousseau dira que c'est la raison qui déprave les sens. La nature se tait, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que très rapidement, nos instincts nous font arriver à des seuils de satiété où ils n'exigent plus rien. La nature se tait. Mais la volonté parle encore. Pourquoi la volonté parle encore? Parce qu'elle est travaillée par les exigences illimitées de l'esprit, de la raison. Voilà. Donc le désir peut transgresser des limites naturelles, le désir peut transgresser le désir des autres, en désirant ce qui leur appartient, et donc il peut bouleverser l'ordre social. Le désir peut transgresser des limites symboliques aussi. C'est ce que le concept grec d'hubris que vous avez travaillé cette année dénonce. Cette incapacité qu'a l'homme de se tenir à sa place. Alors peut-être parce qu'il n'a pas de place dans le cosmos, c'est ce que raconte le mythe de Prométhée. Mais effectivement, les tragédies grecques nous racontent cette inlassable faute, la Marcia, cette inlassable faute de l'homme qui consiste à dépasser ses prérogatives, à se risquer dans un monde qui n'est pas le sien, et à viser des choses qui ne sont pas à sa portée. Prométhée qui vole le feu, les techniques aux dieux. Ou encore Créon qui prive Hadès de l'une de ses proies en refusant d'enterrer Polynice. Voilà. Donc transgresser des limites naturelles, transgresser le désir des autres, transgresser des limites symboliques, mais plus que transgresser, vous voyez, cette démesure du désir, elle va avoir tendance à rompre des équilibres et à introduire une forme de désordre. Et c'est pour ça qu'il faudra la présence d'interdits. C'est ce que j'essaye de montrer dans cet argument, en quoi les interdits sont nécessaires pour réguler tout cela. Effectivement, le désir a tendance non seulement à aller au-delà de certains seuils, mais en franchissant certaines frontières, il rompt des équilibres et instaure une forme de désordre. Et c'est aussi ce que la tragédie nous raconte. Si je reviens à l'histoire d'Œdipe, par exemple, dans Oedipe roi de Sophocle, Oedipe, c'est, selon l'étymologie de son prénom, de son nom, c'est l'homme qui boite, qui s'avance en claudiquant d'un côté et de l'autre, parce qu'il est à la fois le père et le frère. Pour Antigone, il est à la fois le fils et le mari. Pour Jocaste, il est à la fois le roi et le banni pour les habitants de Thèbes. Et donc c'est celui qui, vous voyez, en franchissant certaines frontières, eh bien, contrevient aux lois de la famille, aux lois de l'union, en commettant ces deux actes sacrilèges du parricide et de l'inceste. Et d'ailleurs, il donne naissance à Antigone, anti, qui s'oppose étymologiquement, goné, la semence, l'origine, par extension la famille. Antigone, vous voyez, c'est la fille d'Œdipe, mais ça veut dire étymologiquement Antigone, ça veut dire ce qui s'oppose à la famille. Et donc, elle est le fruit de ce désir monstrueux du fils pour la mère, de ce désir qui met sans dessus dessous le rapport naturel des générations au sein de la famille. Voilà. Et toujours dans la tragédie, vous voyez, la tragédie nous raconte l'histoire de ces désirs qui ont démesuré, et le cosmos et la vie sociale peinent à rétablir cet ordre irrémédiablement emporté par l'hubris humaine. Si vous
replongez dans l'Orestie, eh bien, vous vous rendez compte que le meurtre de la fille, Iphigénie, appelle le meurtre du père, et Agamemnon qui appelle le meurtre de la mère. Voilà. Et donc, rien ne semble mettre... le cosmos peine, vous voyez, à se remettre d'aplomb, quelque part. Donc, ça serait mon premier argument, vous voyez, je suis partie un peu dans tous les sens, mais pour vous montrer que le désir est par nature transgressif. Et c'est d'ailleurs une des caractéristiques du désir qui est la marque de sa supériorité pour Kant. Il ne faut pas lire le récit de la Genèse comme le récit d'une chute, mais bien d'une heureuse faute, d'une chance, parce que cette errance possible du désir, qui fait que le désir se tient comme au-dessus d'un précipice, nous dit le texte, est le signe de la liberté humaine. Hein, ce caractère illimité et transgressif du désir, c'est la marque de la vocation supérieure de l'homme. Parce que le désir humain n'est pas réglé de manière parfaitement uniforme comme le besoin animal, mais c'est à nous de le régler, c'est à nous de cultiver ce mouvement et de lui donner les lois qui lui permettent de s'accomplir. Et là, je passe à mon deuxième argument. Vous voyez, j'ai un petit peu préparé le terrain pour faire comprendre en quoi le désir est légitime. L'interdit est précisément cette parole qui vient réaffirmer, pour les Grecs, ou instituer, voyez, pour les modernes, la limite afin d'empêcher la destruction des sujets désirants, mais aussi des objets désirés. Il vient donner des limites à un désir qui n'en possède pas naturellement. Et donc par une parole. C'est par une parole, alors c'est soit la parole du législateur, qui vient introduire cette limite en rendant, si vous voulez évoquer Hobbes, nos désirs compatibles. Hein, en faisant en sorte, la loi va tracer, la loi est une parole qui va tracer entre nos désirs des limites, afin de faire en sorte que le périmètre des choses légitimement désirables soit le même pour tous. Mais cet interdit, il n'est pas forcément porté par la loi et par une réflexion rationnelle, il peut être aussi instauré par la parole du mythe, de la tradition. Hein, vous le savez, en grec, le mot parole peut signifier le logos, mais aussi le mythos, le mythe. Et le mythe est là pour rappeler à celui qui franchit les limites et qui oublie sa place, les conséquences de son désir. Donc l'interdit n'est pas seulement ce qui est défendu par la parole impérative de la loi, mais il est aussi représenté dans toute sa folie. En tout cas, la folie du désir transgressif est représentée pour faire aimer précisément l'interdit. Et c'est ce que fait la tragédie. Elle nous donne le spectacle du châtiment qui s'abat sur les désirs transgressifs. Elle nous fait, par l'entremise de la pitié et de la crainte, elle nous fait ressentir la catastrophe liée à la faute pour nous faire aimer l'interdit. Mais j'insisterai, voyez, sur l'idée que l'interdit est toujours une parole, discursive ou narrative. Ce n'est pas une contrainte physique qui vient faire obstacle au désir. Et cela est lié à la dimension elle-même intellectuelle du désir. Là, il faudrait s'arrêter et développer conceptuellement ce point-là. L'interdit s'adresse donc à un être désirant et pose des limites à son désir, mais parce que cet être désirant va à l'objet de son désir, non pas par une impulsion mécanique aveugle, mais par le biais de jugement, de représentation et de croyance. Et donc c'est parce que cet être désirant va à l'objet de son désir par ses croyances, par ses jugements, etc., que l'interdit pourra se manifester par une parole. Hein, c'est ce que montre très bien Kant dans la critique, les conjectures sur les débuts de l'histoire humaine. Nous allons à l'objet de notre désir par une estimation du plaisir qu'il peut nous apporter. Hein, ce qui compte, c'est moins la chose que ce que je pense que la chose est, ou ce que je m'attends à ce qu'elle
soi. Et l'interdit lui-même, oui, l'interdit me signale lui aussi une valeur. Il m'indique ce qui est réellement indésirable. Et il sort mon désir de l'errance intellectuelle dans laquelle il est plongé. Là où mon désir ne vise que ce qui lui semble désirable, ou là où il fuit ce qui lui semble indésirable, l'interdit lui indique ce qui est réellement indésirable. Aussi, il faudrait bien insister sur cette idée, l'interdit ne vient pas frustrer le désir, il vient le redresser, le sortir de son errance. Aussi, en réalité, l'interdit est toujours aimé par le sujet désirant. Pourquoi ? Parce que il ne s'oppose pas au désir. Il est là pour amener les hommes à vouloir leur bien individuel ou leur bien collectif que pour d'étranges raisons, ils ne désirent pas ou ne désirent pas assez. Voilà. Et l'interdit est là pour finalement obliger les hommes à vouloir ce que d'eux-mêmes, eh bien, ils ne parviennent pas à désirer. Donc finalement, l'interdit est la boussole du désir. Mais je crois que dans cette première partie, qui chercherait à légitimer la nécessité de l'interdit pour le désir, il faudrait aller plus loin et montrer que l'interdit métamorphose le désir. Et ce serait le troisième argument. L'interdit n'est pas une parole qui se contente de guider ou de limiter le désir, mais qui lui permet véritablement de s'élaborer. Et c'est, je crois, l'interprétation qu'on pourrait faire avec la psychanalyse. La psychanalyse va conférer à l'interdit un rôle encore plus structurant. Parce que pour elle, l'interdit est absolument indispensable pour structurer le désir. Non pas simplement pour le redresser ou pour faire naître une aversion pour l'indésirable, parce que pour la psychanalyse, qui pense le désir comme une pulsion sans objet et sans finalité, il n'y a pas d'indésirable. Mais ce que montre la psychanalyse, c'est que cette puissance, cette force, cette pulsion, si elle n'est pas régulée, elle ne pourra pas s'humaniser. Et je crois qu'il faudrait repartir du concept de pulsion. La pulsion, c'est cette excitation interne de l'organisme, qui n'est pas un attrait pour un objet extérieur, et donc on ne peut pas se décharger en fuyant l'objet. Ces pulsions exercent sur notre psychisme une sorte de pression constante, et on va chercher à réduire les tensions et les frustrations qu'elles génèrent par tous les moyens. Donc la psychanalyse pense le désir comme une puissance sans objet attitré, qui fait pression et qui a tendance à déborder le sujet désirant. Et donc de cette énergie disponible et envahissante, il faut faire quelque chose, il faut l'élaborer. Vous voyez, c'est une sorte un peu de pâte informe. Et en réalité, pour la psychanalyse, nos désirs nous menacent, nous sujets, bien plus qu'ils ne menacent ensuite les autres. Et donc les interdits vont jouer un rôle essentiel dans cette élaboration. S'humaniser, sublimer son désir, va consister à intégrer non seulement le principe de réalité, mais aussi à intérioriser de grands interdits, la prohibition de l'inceste ou du parricide, qui sont les signes de l'entrée dans la culture. Et l'angoisse de la castration vient marquer cette étape de l'intériorisation des interdits et de la formation du surmoi. Cette angoisse, c'est quoi ? C'est cette angoisse que redoute le petit garçon lorsqu'il réalise la menace paternelle qui pèse sur les pulsions qu'il ressent envers sa mère. Et donc, cette angoisse de la castration
va faire naître en nous une crainte qui va nous permettre d'instaurer un certain nombre d'interdits qui viendront sauver notre plaisir, c'est-à-dire qui viendront sauver notre équilibre psychique, menacé perpétuellement par le débordement de notre vie pulsionnelle. Et donc Freud montrera, donc je ne refais pas toute la démonstration, je vous demande de voir votre cours sur la psychanalyse, montrera que cette présence des interdits va permettre de défendre à la pulsion l'accès à certains objets en la détournant vers d'autres objets plus valorisés socialement qui lui permettront d'entrer dans le champ de la culture et dans le champ de l'ordre humain. Par ces objets, la pulsion pourra nous permettre d'acquérir reconnaissance et identification aux autres. Alors, je crois que un détour par la psychanalyse dans ce sujet ne pourrait pas faire l'économie par la référence à Jacques Lacan. Puisque chez Lacan, c'est encore plus intéressant le rôle, si vous voulez, attribué à l'interdit. Ce que Lacan va montrer, c'est que l'interdit, assumé par la fonction paternelle, permet au désir de sortir du solipsisme de la fusion. Solipsisme dans lequel on ne rencontre que soi dans l'autre. Et l'interdit va permettre au désir donc de sortir de cette solitude de la fusion pour nous introduire vraiment à la relation. Petite révision, Jacques Lacan identifie deux fonctions. Ce ne sont pas deux rôles nécessairement joués par des individus, mais deux fonctions. La fonction maternelle a un rapport fusionnel et sécurisant avec l'enfant. La fonction paternelle, elle, est d'emblée prise dans la distance du langage. Pourquoi ? Parce que le père ne porte pas l'enfant et il est reconnu par la mère. Donc il est reconnu par la mère comme étant le père. Et donc d'emblée, il est pris dans le langage de la mère. Et donc c'est lui qui va, parce qu'il est déjà à distance de l'enfant, c'est lui qui va introduire l'enfant dans la distance vis-à-vis de la mère. Il va l'introduire dans le registre de la parole, qui est le registre de la coupure, nécessairement. Voilà. Et comment est-ce qu'il va faire ? Eh bien, précisément en faisant obstacle au désir de fusion de l'enfant, en lui interdisant la mère. Et que ce soit, vous voyez, pour la petite fille ou pour le petit garçon. Le père intercale, la fonction paternelle intercale entre l'enfant et sa jouissance une parole, la parole de l'interdit. Et vraiment, Lacan ici est au plus proche de l'étymologie du terme interdit. Ce qui est interdit, c'est ce qui est dit entre. Eh bien, c'est ce que fait le père. Vous voyez, il intercale cette parole entre les sujets pour faire comprendre à l'enfant que la mère n'est pas toute centrée sur son plaisir à lui et qu'elle désire ailleurs, qu'elle regarde ailleurs. Alors où ? On ne sait pas trop, mais ce X inconnu, eh bien, on le nommera le père. D'accord ? Elle regarde vers le père. Et donc, l'interdit joue ce rôle structurant, vous voyez, en nous défendant par une parole l'objet suprêmement désirable, la mère, la jouissance pleine. Il institue une médiation, une distance qui permet deux choses. Qui permet, comme je viens de le dire, à l'autre d'exister. L'autre a un désir qui n'est pas le mien. Il désire ailleurs que moi. Dans cette altérité d'ailleurs inconnue. Vous voyez, l'interdit fait naître le pressentiment de l'altérité. Et puis deuxièmement, l'interdit permet aussi au sujet, c'est-à-dire à l'enfant, d'advenir dans sa singularité. Parce qu'il rompt justement l'assujettissement de l'enfant au désir de la mère.
il n'est pas seulement l'objet du désir de maman. Et il va pouvoir, dans cette distance rendue possible par l'interdit, et cette incapacité, cette défense de la fusion, il va pouvoir conquérir son statut de sujet désirant singulier. Donc vous voyez, l'interdit, en intercalant cette défense langagière, nous fait sortir de la fusion pour entrer vraiment dans la relation, c'est-à-dire dans un rapport à l'autre et non pas un rapport à soi à travers l'autre. Voilà. Je pense que vraiment Lacan ici, à travers l'idée de métaphore paternelle ou métaphore du nom du père et l'idée de castration serait vraiment essentielle parce qu'il dit quelque chose d'assez fin. Voilà, cet interdit qui nous fait sortir de la relation duale entre l'enfant et la mère. Hein. Il y a ce troisième terme, le père, qui vient gêner la fusion, mais pour ouvrir le désir vraiment sur une altérité. Alors évidemment, on aura toujours ce souvenir de la fusion. Et ça serait d'ailleurs l'occasion de ma transition. Dans ma transition, donc, je vais arriver à l'idée que je vous ai annoncée en introduction, que peut-être que l'interdit est nécessaire, mais il est bien souvent inefficace. Alors comment est-ce que je vais avancer cette idée ? Bien, en remarquant que le désir aura bien souvent du mal à perdre de vue cette expérience première de la fusion. En effet, l'interdit, en rendant inaccessible la jouissance, la rend aussi obsessionnelle. Et on sait chez Lacan la force de cet attrait pour l'objet interdit, à savoir la fusion avec la mère. Cet objet interdit, la fusion originelle, habitera finalement tous nos désirs. Et chaque objet recherché, aussi futile soit-il, le dernière veste à la mode ou je ne sais trop quoi, portera la trace, l'aura, le halo, vous voyez, de cette fusion refusée, de cette fusion interdite. Et cette trace, souvenez-vous, c'est ce que Lacan appelle l'objet petit a. L'objet petit a est l'écho de la jouissance pleine. C'est finalement l'écho de cette fusion interdite. Et chaque objet est toujours poursuivi dans chaque désir, le plus prosaïque soit-il, comme s'il allait nous donner, malgré tous ses défauts, cette jouissance pleine. Et c'est ce qui explique qu'on s'y investisse à chaque fois avec autant d'énergie. Donc, ça veut dire que l'interdit ne peut jamais totalement éteindre en nous l'attrait de l'objet. Mais pour une raison très simple, qu'il faudrait relever à un moment donné dans la copie. C'est précisément parce que l'interdit porte sur ce qui est suprêmement désirable. On a besoin d'interdire seulement ce qui est désiré de manière irrépressible. Quelque chose qui n'est désiré par personne ne fera jamais l'objet d'une interdiction. Donc vous voyez, déjà l'interdit a un lien consubstantiel avec le désir. Il porte structurellement sur ce qui est suprêmement désirable. L'objet est interdit parce qu'il est désiré. Et donc vous voyez, cette désirabilité de l'objet, elle va perdurer malgré l'interdit puisque elle le précède. Mais, et ça c'est la deuxième idée qui pourrait servir de renversement, on pourrait se demander si l'objet n'est pas aussi désiré parce qu'il est interdit. Vous voyez, il y a ces deux idées-là. L'objet est interdit parce qu'il est désiré, mais on peut se demander s'il n'est pas aussi désiré parce qu'il est interdit, ce qui nous ferait ici douter de l'efficacité de l'interdit. Alors dans cette deuxième partie, qui serait très attendue, je vais approfondir cette relation trouble entre le désir et l'interdit. D'accord ? Donc, l'idée
directrice, elle est très simple, c'est un lieu commun, d'accord? L'interdit réveille, accentue ce qu'il veut pourtant éteindre et maîtriser, à savoir le désir. La qualité de mon argumentation dépendra de ma capacité à m'immiscer, voyez, dans ce jeu trouble entre l'interdit et le désir, qui ôte une grande partie de son efficacité au désir. Alors je commence par l'argument le plus évident. L'argument le plus évident, c'est de dire qu'effectivement, l'interdit est un excitant du désir. Et qu'en cherchant à réprimer et éteindre le désir, il mobilise, en fait, malgré lui, tous les ingrédients qui permettent au désir de s'emballer. Et c'est ce que Kant avait déjà relevé dans ce fameux texte des conjectures sur les débuts de l'histoire humaine. C'est précisément au moment même où Adam et Ève se couvrent, se vêtissent avec cette feuille de figuier, pour faire barrage à l'agressivité du désir de l'autre, c'est au moment où ils s'interdisent mutuellement l'accès à leur propre corps qu'ils deviennent suprêmement désirables l'un pour l'autre. Je vous rappelle l'analyse qu'on avait faite, la feuille de figuier, c'est cette parade, avec le double sens du mot parade, c'est-à-dire qu'elle est ce qui part les coups, mais aussi ce qui attire l'attention. Et Kant relève assez subtilement que l'érotisme et la moralité sont contemporains. Ils naissent ensemble et se nourrissent l'un de l'autre. Et l'érotisme ne consiste pas à faire l'amour comme des bêtes, voyez, sans aucune limite. Au contraire, il se déploie, et là on pourrait aller voir du côté de Georges Bataille, il se déploie toujours dans un rapport à l'interdit. Il n'y a pas de sexualité érotique sans honte et sans désir de transgression. Alors, je crois qu'il faudrait aller encore plus loin dans l'analyse, pour vraiment donner toutes les cartes à votre correcteur. Pourquoi est-ce que le désir est attisé par l'interdit? Parce que le désir se nourrit de deux choses, de la distance et de l'obstacle. Pas de désir sans distance à parcourir, sans obstacle à surmonter, etc. Et pourquoi le désir se nourrit de la distance et des obstacles? C'est vraiment le premier cours de l'année. Parce que dans cette inaccessibilité, l'objet du désir s'intériorise et prend possession du sujet. Il vit en nous et trouve un terrain de jeu qu'il n'a pas dans la satisfaction réelle, qui est le terrain de jeu de l'imagination. Alors qu'au contraire, dans la satisfaction réelle, si l'objet était directement accessible, eh bien, souvent le désir meurt, s'éteint ou alors s'ennuie. Voilà. Donc ça, c'est une idée qui est banale, mais qu'il faudrait relever. La trop grande accessibilité et disponibilité de l'objet, finalement, le banalise et participe à l'extinction du désir. Et vous pourriez en donner une image, en fait, assez parlante. La trop grande disponibilité des partenaires sexuels sur les sites de rencontres a tendance, leur trop grand nombre possible, sur Tinder, vous passez les profils, etc., a tendance à dévaluer la valeur de ces objets du désir, qui sont des sujets. Et vous voyez, on pourrait poser cette question un peu provocatrice, finalement, peut-on jouir sans entrave? Le mot d'ordre de 1068, on pourrait le retourner, jouir sans entrave. Mais peut-on jouir sans entrave? Ne faut-il pas des entraves pour jouir? Et paradoxalement, les sociétés qui ont le plus d'interdits et les morales les plus restrictives ne sont-elles pas celles qui exacerbent le plus les tendances qu'elles veulent combattre? Voilà. Alors, ce désir exalté par l'interdit, par l'obstacle, il porte un nom, c'est le concept de passion. La passion, c'est ce désir type qui s'alimente au carburant de l'interdit. Bon, là, vous avez toute la littérature à votre disposition. Désir qui s'alimente au carburant de l'interdit, c'est Phèdre qui tombe amoureux de son fils adoptif. C'est Fabrice Del Dongo qui tombe amoureux de sa tante. C'est Tristan qui tombe amoureux d'Iseux, de l'Iseux à laquelle il n'est pas promis, qui est promise à son oncle. C'est encore la princesse de Clèves qui tombe amoureuse du duc de Nemours, mais
le quel-duc ne devient plus très intéressant à partir du moment où il est accessible et disponible à la fin du roman. Et d'ailleurs, elle se trouve peut-être un autre objet inaccessible, Dieu, en se réfugiant dans un couvent. Et donc, là, vous pourriez mobiliser les analyses de Denis de Rougemont. Il y a, selon lui, dans L'amour et l'Occident, dans tout désir, une tendance idéalisante qui fuit la satisfaction et qui va s'alimenter précisément à l'interdit. Donc, on comprend que l'interdit n'est pas ce qui limite le désir de l'extérieur, mais bien ce qui le structure de l'intérieur. Non pas pour, comme chez Lacan ou Freud, l'humaniser, le sublimer, mais bien pour le décupler. Mais je crois qu'on peut trouver encore une deuxième explication pour pénétrer vraiment dans les arcanes de ce jeu trouble entre le désir et l'interdit. Mon deuxième argument serait de montrer que l'interdit réveille en nous un désir bien particulier, qui est le désir de liberté. En effet, c'est l'une des raisons, ce désir de liberté, qui nous pousse à vouloir braver l'interdit. Parce que l'interdit s'accompagne presque toujours d'un désir de transgression qui ne s'explique pas uniquement par la désirabilité initiale de l'objet. C'est ce que j'ai expliqué dans ma transition. L'interdit s'accompagne d'un désir de transgression qui ne s'explique pas par la désirabilité initiale de l'objet, mais précisément par la défense qui le frappe. C'est pas l'objet en tant que tel qui est intéressant, mais c'est le fait même qu'il soit interdit qui le rend intéressant. Pourquoi ? C'est exactement l'histoire de saint Augustin dans les Confessions et cet épisode fameux du vol des poires. Ces poires sont sans attrait ni saveur, ils en ont, ils les jettent. Donc, vous voyez, ce n'est pas l'objet en tant que tel qui est désirable, mais c'est parce qu'il est interdit et qu'il appartient à un autre et qu'il est protégé par la propriété privée que cet objet devient intéressant. Donc vous voyez, c'est l'interdit, c'est la défense qui frappe l'objet qui le rend désirable. Pourquoi ? Parce que l'interdit est vécu comme une humiliation pour mon désir et ma liberté. En effet, un autre désir vient faire plier le mien. Et donc, il y a un grand risque que cet interdit réveille en moi la volonté, un peu orgueilleuse, de vouloir m'égaler à celui qui me formule l'interdiction, que ce soit la société, que ce soit Dieu, etc. Et c'est effectivement ce qui se passe avec saint Augustin et cet épisode du vol des poires. Simple plaisir de faire ce qui était défendu. Enfreindre l'interdit, c'est une occasion pour moi de témoigner de la présence de mon libre arbitre, de montrer que je suis au-dessus de la défense, de la règle qui semble s'imposer à moi. Ce type-là de sursaut orgueilleux du libre arbitre, vous le trouvez chez le Don Juan de Molière et non pas celui de Mozart, qui est un libertin, un esprit libre, et qui dans le contexte de l'absolutisme va chercher à défier cet ordre jugé contraignant et imposer un désir totalement fondé sur une philosophie matérialiste, en refusant toutes les limites conventionnelles, les règles sociales du mariage, les préceptes évangéliques de l'aumône, les règles de l'échange, il ne paye pas ses dettes, les commandements divins, il se moque de son père. Voilà, il franchit, voyez, toutes les limites imposées par la société, et même tous les tabous de l'humanité. Et dans ce jeu avec la limite, eh bien, il savoure sa propre liberté. Donc, l'interdit s'expose, voyez, au réveil de ce désir-là bien particulier, le désir de liberté.
et qui parfois va se cristalliser sur une défense impossible qui lui est refusée. En effet, la liberté, c'est ce sentiment intérieur, hein, ce vertige. Alors c'est une définition possible de la liberté, bien sûr, hein, peut-être pas la plus philosophique, finalement, la plus vraie, mais la liberté est vécue comme cette sorte de vertige devant l'indéfini des possibles. Il suffit que l'interdiction supprime impossible pour que j'ai l'impression de ne plus être libre parce que je ne peux pas exprimer la plénitude de ma liberté. Je cite le philosophe anarchiste Bakounine. Alors c'est une citation que je vous ai mise dans votre recueil de citations que je n'ai pas forcément eu le temps d'expliquer avec vous. Je reprends. Non, est-ce que je l'ai mise? Pas sûr. J'étais presque sûre de l'avoir mise. Non, en fait, je n'ai pas mis cette citation. Donc Bakounine, hein, ce philosophe anarchiste, écrit la chose suivante. La liberté est indivisible. On ne peut en retrancher une partie sans la tuer tout entière. Cette petite partie que vous retranchez, c'est l'essence même de ma liberté, c'est le tout. Je répète, la liberté est indivisible. On ne peut en retrancher une partie sans la tuer tout entière. Point. Cette petite partie que vous retranchez, c'est l'essence même de ma liberté, c'est le tout. Et effectivement, l'interdit me défend l'accès à l'un des possibles. Donc on pourrait se dire qu'il me reste l'intégralité des autres possibles. Mais on ne peut retrancher une partie à la liberté sans la tuer tout entière. Et c'est pour cela que l'interdiction va susciter un désir de transgression qui apparaît bien souvent disproportionné par rapport à l'objet interdit. Les poires, ou dans le mythe de la Genèse, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que tout se passe comme si cet interdit cristallisait l'obsession que nous avons pour la liberté, comme si notre liberté était tout entière compromise par cet interdit. Et c'est exactement ce que raconte le conte de Barbe Bleue. Puisque Barbe Bleue, hein, cet homme riche et veuf, etc., qui va devenir progressivement pour sa femme un mari distant et méfiant, donc lui laisse un matin en partant toutes ses affaires et des instructions très précises avant son départ. Il lui remet toutes les clés des portes du château. Elle peut entrer dans toutes les pièces, sauf une qui doit à tout prix rester fermée. Évidemment, la jeune mariée, obsédée par cette seule interdiction, va désobéir à son mari et visiter cette mystérieuse salle. Parce qu'il y a, voilà, l'interdit résume en fait à lui seul, annule à lui seul ma liberté. Voilà. Et donc cette jeune femme a l'obsession de connaître ce qui se cache derrière cette petite porte. Donc voilà quel jeu trouble se joue entre l'interdit et le désir. Je crois que l'interdit vient réveiller un désir bien précis, un objet bien précis qui est la liberté. Enfin, troisième argument, si on va un petit peu plus loin dans cette relation un peu mystérieuse entre le désir et l'interdit, on peut relever que l'interdit est une parole qui me défend de faire ou de m'approprier quelque chose. Mais que comme toute parole, c'est toujours la parole de quelqu'un. L'interdit, c'est pas un obstacle passif qui fait obstruction à ma volonté. Mais c'est bien une résistance active. Parce que ce qui se tient derrière l'interdit, c'est finalement le désir d'un autre.
le désir du père, dans la psychanalyse, qui interdit la fusion avec la mère, le désir de Dieu pour les sagesses antiques, ou encore le désir de la société qui veut maintenir son ordre et sa sécurité dans les conceptions modernes de la justice. Donc, mon désir dans l'interdit n'est pas arrêté par une chose, ni même par seulement une parole, il est arrêté par un autre désir. La loi est toujours ce qui m'est interdit par d'autres hommes. Et donc, on comprend bien comment l'interdit, tout en nous refusant l'accès à l'objet, va le rendre désirable. Pourquoi ? Parce que on interdit un objet ou une action, non plutôt, parce que quand on interdit un objet ou une action, c'est qu'on refuse qu'un autre désir s'y pose et s'en empare de cet objet. Pourquoi ? Parce qu'un premier désir s'y est déjà fixé. Or, si le désir est mimétique, comme l'analyse René Girard dans ses travaux, eh bien, cet interdit qui signale le désir d'un autre aura tendance à réveiller mon propre désir. Je cite René Girard. « L'objet du désir, c'est bien toujours l'objet interdit, pas par la loi comme le pense Freud, mais par celui qui nous le désigne comme désirable en le désirant lui-même. » Cette citation est extraite du texte très important sur désir et interdit que je vous avais photocopié, des choses cachées depuis la fondation du monde. C'est, je crois, l'un des derniers textes que je vous avais donné à la fin de la troisième partie du cours. Donc, ce que dit René Girard, c'est que le rival qui interdit l'objet du désir est aussi le modèle. Et c'est ce qui est en jeu dans tous les triangles amoureux de la littérature. Là, vous pouvez prendre n'importe lequel, ça fonctionne. Le rival ne se contente pas d'interdire l'être aimé. En l'interdisant, il le signale comme désirable. Et c'est ainsi d'ailleurs que René Girard comprend le complexe oedipien. Si l'enfant désire sa mère, c'est parce qu'il imite son père. Et le père ne vient pas s'intercaler après coup. Non, le père est le modèle de l'enfant. Et l'interdit ne viendra que rappeler à l'enfant la primauté et le privilège du désir du père. Voilà. Donc, vous voyez, là, on a une interprétation qui est très différente. Vous voyez, premier argument, j'ai montré que finalement, le désir avec l'obstacle, la distance, le refus de la satisfaction, l'interdit, finalement, mettait en scène tous les ingrédients du désir. Dans le deuxième argument, j'ai montré que l'interdit réveillait un désir bien particulier, le désir de liberté. Et là, je fais jouer, dans ce dernier argument, le caractère mimétique du désir qui va jouer finalement à plein à travers l'interdit. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que la transgression n'est pas vraiment le sursaut du libre arbitre qu'on imagine. Parce que très souvent, elle consacre en fait le prestige du modèle. Transgresser l'interdit, c'est pas du tout s'en affranchir. C'est suivre le désir que le rival, mais qui est aussi modèle, finalement, nous défend. Donc c'est pas du tout un sursaut de libre arbitre et d'autonomie. Voilà. Donc, vous voyez, avec René Girard, on arrive à une idée intéressante. On comprend que autour de l'interdit se joue un rapport de force. L'interdit ne vient pas poser des limites neutres et naturelles au désir des hommes, mais il consacre la primauté de certains désirs sur d'autres désirs. Et vous voyez, on glisse petit à petit, à partir de la question de l'efficacité de l'interdit, vers la question de sa légitimité. Quel droit ces désirs ont sur les miens ? N'est-il pas dangereux de décréter interdit, impossible selon la nature, indésirable, ce qui est seulement indésirable pour certains ? Comment être sûr que
Les limites qui s'imposent à mon désir à travers l'interdit sont légitimes. Comment être sûr qu'à travers l'interdit, certains désirs maîtres ne musellent pas d'autres désirs? Voilà. Et là, on revient à cette idée que l'interdit est une parole fragile, qui suppose de la part de celui qui s'y soumet eh bien, un consentement et une reconnaissance. Et donc, ici, il est nécessaire de régler le deuxième problème qu'on a soulevé en introduction. Qui peut interdire quoi que ce soit à mon désir? Au nom de quoi interdire, poser des limites au désir? Voilà. Et donc, dans cette troisième partie, on va s'interroger sur la légitimité des interdits qui frappent le désir. Dans la première partie, on s'est interrogé sur la nécessité de l'interdit. Dans la deuxième partie, sur son efficacité. Maintenant, sur sa légitimité et sa provenance. Alors, premier argument que je reprendrai à René Girard. Déjà, il faut distinguer deux types d'interdits. Et c'est bien ce que relève René Girard dans des choses cachées depuis la fondation du monde. Je reviens sur cette distinction que j'avais faite en cours et que je lui avais finalement empruntée. René Girard nous dit qu'il y a deux types d'interdits. Il y a l'interdit légal, qui désigne ce qui est défendu en droit à tous. Et cet interdit-là constitue un obstacle passif, identique pour tous, inerte, qui n'est jamais réellement humiliant ou traumatisant. Je cite le texte. Les interdits légaux s'adressent à tous les hommes ou à des catégories entières et ils ne nous suggèrent pas, en règle générale, que nous sommes inférieurs en tant qu'individus. Voilà. Donc, premier interdit, l'interdit légal. Mais il y a un autre type d'interdit. L'interdit tacite et factuel, finalement, de la rivalité mimétique. Et cet interdit-là est bien différent. Et sa légitimité, elle, est contestable. Cet interdit-là est un obstacle actif. Vous voyez, c'est une résistance. Je lis le texte. Au lieu de cet obstacle inerte, passif, bénévole et identique pour tous, donc jamais vraiment humiliant ou traumatisant que leur opposaient les interdits religieux, les hommes, de plus en plus, ont affaire à l'obstacle actif, mobile et féroce du modèle métamorphosé en rival, un obstacle activement intéressé à les contrecarrer personnellement et merveilleusement équipé pour y réussir. Je vais un peu plus loin. L'interdit de la rivalité mimétique ne s'adresse jamais à un individu particulier, qui tend à l'interpréter, ne s'adresse jamais qu'à un individu particulier qui tend à l'interpréter contre lui-même. Et donc, vous voyez, il a un côté humiliant parce que je me sens visée, c'est à moi qu'on interdit quelque chose. Et donc, cet interdit-là, cet interdit tacite et factuel, qui est l'interdit de la rivalité mimétique, il est souvent inefficace, il redouble le désir, et il est illégitime, parce que loin d'organiser et de limiter nos désirs, ils les font s'emballer au gré de la logique concurrentielle. Et donc pour René Girard, celui qui a bien compris la logique mimétique du désir comprend qu'il est nécessaire de s'affranchir des interdits tacites et factuels de la rivalité mimétique qui pèse sur le désir, mais qu'il est absolument illusoire et dangereux de vouloir renverser les interdits posés par la loi. Et pour lui, c'est la naïveté de toutes les idéologies transgressives du type Deleuze, Bataille, etc. De toutes ces idéologies qui pensent que sans la répression, avec la levée des interdits, eh bien, le désir va s'épanouir de manière mature et libre. Non, ces idéologies ne voient pas, ces philosophies plutôt, on va être un peu moins méprisant, ces philosophies ne voient pas qu'à l'interdit du droit incarné par la loi se substituera l'interdit de fait de la rivalité mimétique. Je cite le texte que vous avez dans votre cours. À mesure que le désir élimine les obstacles extérieurs savamment disposés par la société traditionnelle pour prévenir les contagions du désir, l'obstacle structurel, suscité par les interférences mimétiques,
l'obstacle vivant du modèle immédiatement métamorphosé en rival se substitue fort avantageusement, ou plutôt désavantageusement, à l'interdit défaillant. Voilà. Donc, si vous ôtez les interdits légaux, eh bien, vous allez exacerber, voyez, les interdits de la rivalité mimétique, qui sont à la fois inefficaces, mais aussi illégitimes. Et il maintient la légitimité et l'efficacité, eh bien, de l'interdit de la loi pour protéger le désir de la folie concurrentielle. Alors, je crois qu'on peut aller plus loin et du coup aussi se demander si d'une certaine manière, la loi et les interdits légaux ne peuvent pas consacrer à une plus grande échelle la logique mimétique. Est-ce que parfois cette loi n'est pas, pour les uns, une manière de contraindre au secret et au silence les autres? Vous voyez, ici, tout dépend de l'autorité qui profère l'interdit. Et c'est ce qu'il faudrait dans un deuxième argument travailler. La question que pose l'interdit, c'est celle de la légitimité de l'autorité qui le profère. Qui peut dire au désir, qui a le droit de dire au désir tu dois et tu ne dois pas? Qui peut tracer une limite entre le licite et l'illicite, le permis et l'interdit? Voilà. Alors évidemment, cette question, elle est massive et elle se trouve au cœur de la philosophie politique, et c'est celle que j'aborderai dans la deuxième vidéo, parce qu'elle a trait finalement à la légitimité de l'État. Pourquoi obéit-on à l'État? Alors je vous propose une réponse dans cette dissertation, c'est la réponse de Jean-Jacques Rousseau. Pour Rousseau, il est nécessaire d'accepter l'existence de l'État, et donc de ce fait les interdits qu'il pose, parce que ces derniers sont les seuls capables de résoudre les contradictions de l'état de nature et de satisfaire notre désir d'indépendance. Bien sûr que ces interdits vont nous demander d'obéir, et donc humilier d'une certaine manière notre liberté, mais, c'est ce que montre Rousseau, ils vont nous dispenser d'obéir à quelqu'un en particulier. Et ce qui fait la légitimité des interdits posés par la loi, c'est qu'ils sont le fruit de la délibération commune, c'est qu'ils sont le fruit de la volonté générale, qui n'est pas l'expression d'un désir particulier, mais l'expression de notre réflexion commune autour des règles qui doivent organiser la vie en société. Voilà. Et donc, qui peut dire au désir tu dois, tu ne dois pas? Qui peut interdire quelque chose au désir? La volonté générale. Alors, il faut bien la définir, cette volonté générale pour Rousseau. La volonté générale, chacun peut y participer, et elle s'exprime en chacun de nous lorsqu'on fait taire eh bien, nos désirs particuliers, et lorsqu'on juge finalement au nom de l'intérêt de tous. Voilà. Elle est finalement le désir qui émerge en nous, un désir un peu particulier qui émerge en nous, quand on parvient à s'extirper de nos désirs égoïstes et catégoriels. Voilà. Et donc seule une telle volonté, la volonté générale, ne consacre pas le primat de certains désirs sur d'autres désirs. Voilà. Alors certains penseurs plus modernes comme Habermas montreront que c'est dans la discussion, dans le débat, que cette volonté générale émerge progressivement, et que d'ailleurs elle s'amende sans cesse parce que nous sommes dans un processus historique et nous élaborons et nous questionnons sans cesse les normes qui sont mises en crise. Voilà. Mais seuls les interdits prononcés au nom de cette volonté générale sont légitimes. Et ces interdits-là ne se contentent pas de limiter le désir de manière extérieure, mais ils l'éduquent vraiment, parce que cette loi vient aussi de nous, de notre raison. D'accord? Et donc, cette obéissance n'est pas une contrainte, mais nous fait entrer dans le champ de l'autonomie. Je vous renvoie à vos cours sur Rousseau de terminale, mais aussi de première année. Voilà. Donc, qui peut dire au désir « tu ne dois pas » ? Eh bien, la volonté générale. Mais je crois qu'on peut même faire un pas de plus pour terminer cette dissertation. Car la loi qui régule le désir s'impose-t-elle vraiment à lui de l'extérieur? Ne lui est-elle pas immanente?
n'est-ce pas parce que j'ai conscience rationnellement qu'il n'y a rien de plus utile à l'homme que l'homme, comme dit Spinoza, que je respecte mon semblable et les lois civiles? Est-ce que la bonne intelligence des lois au sens des lois physiques est nécessaire du désir et du conatus, pour reprendre les termes spinozistes, ne rendent-elles pas caduque au fond l'existence d'interdits? C'est vrai que pour le sage spinoziste, par exemple, et ça je vous renvoie à toute notre corrigée sur la culpabilité, pour le sage spinoziste, il n'y a pas d'interdit qui surplombe le désir et qui viendrait le réguler comme ça de l'extérieur, qui viendrait le culpabiliser ou l'humilier ou l'arrêter, etc. Non, pour le sage spinoziste, il y a simplement une bonne connaissance des lois immanentes de notre faculté désirante qui nous permettent d'augmenter notre conatus. C'est ce qu'il montre en réanalysant, en réinterprétant le mythe de la chute. Dieu n'interdit rien à l'homme. Il se contente de lui indiquer les effets immédiats et immanents de l'ingestion du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les rapports de ce fruit décomposeront ses propres rapports à lui, homme. Voilà. Mais Adam, qui a un entendement fini, interprète cela à tort comme une interdiction arbitraire de la part d'un Dieu qui serait jaloux de ses prérogatives. Mais pour Spinoza, il n'y a pas d'indésirable en soi dont il faudrait défendre l'accès. Tant qu'on se représente bien les choses, non, excusez-moi, j'ai mal commencé ma phrase. Tant qu'on se représente les choses ainsi, l'existence d'un désir, d'un désirable en soi, d'un indésirable en soi et d'une loi extérieure au désir, on fait comme si le désir devait être arrêté, régulé au nom de valeurs transcendantes et universelles. Mais si c'est le désir qui finalement produit les valeurs, c'est en lui qu'il tire ses propres lois. Et d'ailleurs, à travers l'obéissance au droit civil, dont on a parlé avec Rousseau et puis René Girard, c'est encore à lui-même que le conatus obéit. Et il sait fuir ce qui diminue sa puissance d'agir. Pas besoin de le lui interdire. Donc vous voyez, dans cette dernière partie, dernier argument, on pourrait arriver à l'idée que finalement, on pourrait substituer à l'interdit, qui est une limite assignée de l'extérieur, une sorte de punition qui pèse sur un désir coupable, on pourrait remplacer cet interdit par une connaissance, un conseil, une admonestation que l'on s'adresse à soi-même pour éviter les erreurs dont on connaît les raisons d'être. Et vous voyez, on pourrait imaginer que finalement, à la répression se substitue la connaissance. Et rien de plus efficace pour réguler le désir que cette intériorisation de la loi qui procède d'un travail de soi sur soi. Voilà. Alors évidemment, ça suppose que tout le monde fasse cet effort de sagesse. Et n'est-il pas nécessaire, parce que nous ne sommes pas toujours sages, de se représenter la régulation du désir par des interdits extérieurs qui effectivement viennent humilier le désir. Mais voyez, pour Spinoza, ça c'est une représentation finalement naïve et fausse. Seul finalement le désir est légitime et c'est pour finalement se réguler lui-même. On en revient toujours à cette philosophie immanente sur laquelle on pourrait ici conclure. Voilà. Et donc c'est à la question qu'on posait, qui peut me dire tu ne dois pas, qui peut interdire quoi que ce soit au désir? Eh bien peut-être le désir lui-même. Mais là, vous voyez, on est sorti finalement de la logique de l'interdit pour entrer
dans celle de la connaissance, du conseil, de la sagesse, hein. C'est ça qui se passe dans les grandes sagesses. On comprend pourquoi il ne faut pas désirer ceci ou cela. On éclaire le désir.